Christophe Jacubizine et Cécile de Ménibus. Les recherches sur l'intelligence artificielle galopent. La question est comment allons-nous nous les approprier? Un grand débat autour d'experts qui vont succéder sur ce plateau pour faire face à celui qui connaît sans doute le mieux cette révolution qui nous attend, le docteur Laurent Alexandre. Notre cerveau, c'est urgent, doit s'adapter. D'abord, l'édito de Jacu. Oui, et pour parler de l'école et de l'avenir de l'humanité en général, qui mieux qu'un crack pour nous tenir compagnie pendant 2 heures? Son curriculum vitae est presque irréel. Non seulement il est médecin, chirurgien, neurobiologiste, mais en plus il a fait Sciences Po, l'ENA et un MBA à l'ISEC. Cerise sur le gâteau, il est multimillionnaire pour avoir eu le flair de lancer et de revendre Doctissimo.com. Le seul défaut, j'ai envie de dire, de Laurent Alexandre, c'est qu'il voudrait qu'on lui ressemble tous, c'est-à-dire que nos QI prennent tous 50, voire même 100 points. Heureusement, il dit que c'est à la portée de notre humanité au XXIe siècle, car à l'heure de l'intelligence artificielle, la course entre l'homme et la machine est amorcée. C'est évidemment la tâche de l'école de nous préparer à cette compétition féroce. Et si nous voulons ne pas être dépassés par l'intelligence artificielle, il faudra sans doute recourir à l'eugénisme, la sélection des embryons à partir de leurs caractéristiques génétiques, mais aussi accepter peut-être demain l'homme augmenté, l'homme cyborg. Mais rassurez-vous, dans cette émission, nous parlerons aussi de Dieu et d'amour, car il faut bien qu'il reste quelque chose à l'homme pour rêver. Et voilà, c'est donc l'heure du grand débat, donc en direct jusqu'à 20h, tous ensemble autour de Laurent Alexandre. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La guerre des intelligences est publiée chez Lattès. On va voir la couverture de votre livre tout de suite. Face à vous, Vincent Cespedes, bonjour à vous. Vous êtes philosophe et essayiste. Vous avez développé une application philosophique qui s'appelle Dipro et qui propose de présenter des théories philosophiques. Alain Bentolila, bonsoir Bonjour. à vous. Vous êtes linguiste, spécialiste de l'apprentissage de la lecture et du langage chez l'enfant et auteur de L'école contre la barbarie. On va donc commencer logiquement sur l'école, Christophe. On va commencer sur l'école en se demandant tout simplement si l'école de 2018 en France sert encore à quelque chose, si elle est adaptée pour former nos enfants à la guerre des intelligences, à la guerre contre l'intelligence artificielle, en tout cas essayer de rester au niveau. On va commencer donc par vous, Laurent Alexandre, puisque c'est un peu la thèse centrale de votre livre. Vous dites « l'école est absolument pas adaptée au monde qui vient ». Oui, l'école n'est pas adaptée. D'abord parce que l'école, elle ne réfléchit pas beaucoup au futur. Elle ne se projette pas dans le futur. On continue à former nos enfants à des métiers qui vont d'évidence disparaître. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'école n'a jamais investi en recherche. Vous voyez, si vous prenez en médecine, si vous prenez les cancers du sein entre 2 et 5 cm de diamètre, avec 1 à 3 ganglions métastatiques sous les aisselles, sans métastase hépatique, ayant telle et telle caractéristique biologique, on a, sur les 50 dernières années, investi des dizaines de milliards d'euros en recherche, et il y a des milliers et des milliers de chercheurs qui travaillent jour et nuit sur ce petit sous-groupe de malades atteints d'un cancer particulier. Et c'est pareil pour tous les autres types de cancers. Combien investit-on dans la recherche en pédagogie? Combien investit-on pour améliorer la façon d'enseigner à nos enfants? La réponse est rien. La recherche en pédagogie, elle est nulle, elle est inexistante. Ce n'est pas un problème spécifiquement français, c'est un phénomène mondial. Nous sommes aujourd'hui, en matière de recherche sur l'école, là où était la recherche médicale en 1910. Il va falloir beaucoup bosser pour améliorer l'école et rendre nos enfants compétitifs. Alors il y en a un qui a envie de bosser et améliorer l'école et rendre nos enfants compétitifs, et je sais que vous le connaissez bien, c'est le ministre de l'Éducation, qui fait à peu près consensus d'ailleurs, je vais vous poser la question ensuite à vous, Jean-Michel Blanquer. Il était à la radio aujourd'hui et il a parlé notamment de sa réforme du bac. On va l'écouter. Sur ce point-là, c'est probablement d'avoir le choix de 2 disciplines que vous souhaitez en tant qu'élève passer en contrôle terminal, donc normalement 2 points forts que vous avez, qui disent déjà quelque chose de vos goûts et de vos désirs, et puis 2 autres épreuves qui seront, elles, communes à tout le monde. L'une qui sera, selon toute vraisemblance, la philosophie, et puis deuxièmement, nous réfléchissons, chacun le sait, sur un oral qui, là aussi, permettrait de développer une compétence qui est largement insuffisante aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire celle de savoir s'exprimer dans un bon français, avec des arguments. L'ossature, c'est 4 épreuves terminales et le reste en contrôle continu.
Alors Alain Bentolila, est-ce qu'on va dans le bon sens déjà en réduisant le nombre d'épreuves au bac, 4, 2 majeurs, 2 mineurs, je crois que c'est un peu l'idée, et puis ce grand oral de fin d'études au secondaire? Le bac était devenu une supercherie, de toute évidence. De toute évidence, on avait là décrété un taux de réussite qui faisait que, année après année, on en était arrivé à baisser les exigences et à pour avoir 80, 85, 90%. Bon. Il faut donc réformer le bac et je pense que Jean-Michel Blanquer est plutôt sur la bonne voie. Je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus, comme sur un certain nombre d'autres choses, notamment le dédoublement des CP à 12, ce qui me semblait être une nécessité absolue. Pour l'apprentissage de la lecture. Pour l'apprentissage de la lecture, parce que c'est là que tout commence. Je vous répondrai tout à l'heure sur la question de la recherche en pédagogie. Mais pour ce qui est du bac, cette idée de l'oral est une bonne idée. La grande question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les enfants aient cette capacité d'expression, d'argumentation, surtout d'argumentation, alors qu'on a des classes de 30 et que quand on a 30 enfants en face, c'est extrêmement difficile de faire parler tout le monde, de prêter attention aux autres, de guider chacun. Et ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'est absolument pas sur la table. Laurent Alexandre, vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Bentolila? Le grand oral, Oui, tout à fait. On voit bien que de former des techniciens étroits face à l'intelligence artificielle conduirait nos gamins à l'échec. Pour résister à l'intelligence artificielle, il faut que nos enfants sachent faire ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. L'esprit critique, la transversalité, la multidisciplinarité, le travail en groupe collectif. Et donc, ce bac qui va dans le sens d'une meilleure défense de nos enfants face à l'intelligence artificielle, c'est une meilleure préparation que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et le fait de mettre des oraux et de développer l'esprit critique est absolument essentiel. L'esprit critique sera la principale défense de nos enfants face à l'intelligence artificielle de 2040. Nous sommes absolument d'accord. Vincent Cespedes, est-ce que le philosophe que vous êtes est en accord avec ça? Et surtout, est-ce que vous êtes inquiet justement de cette manière dont l'homme va devoir lutter ou cohabiter avec l'intelligence artificielle? Alors moi, je ne partage pas le pessimisme en la matière. Je comprends le pessimisme. De toute façon, c'est inquiétant. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. On ne peut pas vraiment prédire les évolutions de la machine. Tout ce qui est prospective se plante à tous les coups. Donc on voit qu'il y a des tendances, on voit qu'il y a des fonds qui sont investis, on voit qu'il y a de la recherche. L'esprit critique, ça fait 2000 ans qu'on le pratique et qu'on essaie de l'enseigner, avec plus ou moins d'expérimentation à l'école, mais il y a quand même une réelle recherche pédagogique. On fête aujourd'hui le 50e anniversaire de mai 68 qui a voulu révolutionner, avec toutes les dérives possibles, mais révolutionner le carcan scolaire, ne plus gaver les oies, comme on dit. Et donc, moi, je suis très optimiste parce que je pense qu'il n'y a pas l'intelligence artificielle d'un côté avec les grands groupes derrière qui va vouloir asservir l'humanité, et puis l'humanité, et notamment les plus humbles, qui vont devoir se défendre. Je ne partage pas l'idée de guerre, qui est une idée anxiogène, violente, et qui fait froid dans le dos. Je crois vraiment que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. En tout cas, nous ne sommes plus du tout dans une idée de modernité, de post-modernité, nous sommes dans une cybermodernité. C'est-à-dire que maintenant, l'individu, pour voir s'il est intelligent, je pense que le QI est tout à fait archaïque pour le coup, il a un siècle d'âge. Je pense que tout le monde maintenant teste l'intelligence avec sa capacité de surfer sur Internet. L'érudition maintenant, elle a partie liée avec notre capacité à aller sur le net, ce qui est une capacité donnée à des enfants de 15 ans. Et donc, il y a d'ores et déjà une hybridation entre la machine, l'ordinateur et les intelligences des jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui. Et tout ça, ça se fait dans une osmose plutôt joyeuse. Les jeunes ne se sentent pas écrasés, asphyxiés. Ils sentent qu'ils vont prendre part à cette vie. Et ils sentent surtout une chose, c'est qu'ils vont être beaucoup plus au point que nous, les plus de 30 ans, qui sommes totalement largués. Alors, Laurent Alexandre, dans votre livre, vous insistez beaucoup, au contraire, sur le rôle du quotient intellectuel dans la réussite et dans la sélection à l'école. Alors, pas dans la sélection à l'école, mais je pense effectivement que le quotient intellectuel n'est pas un instrument parfait, mais qui mesure quand même notre capacité à réfléchir. Et moi, je ne voudrais pas tomber dans un optimisme béat. Alors, je ne suis pas inquiet, contrairement à ce que les philosophes pourraient penser, mais
Je ne crois pas que parce qu'un enfant va passer 5 heures par jour sur Snapchat et sur Instagram, il va être compétitif face à l'intelligence artificielle de 2040. Je ne le crois pas. Ne tombons pas dans cette naïveté qui serait que les réseaux sociaux vont former les gamins et vont en faire des managers, des cadres, des techniciens compétitifs demain. Soyons lucides. Il y a un raisonnement à développer, il y a des inégalités importantes, hélas, entre les enfants. Et je ne partage pas votre condamnation du quotient intellectuel. Je pense qu'il va falloir augmenter le quotient intellectuel de toute la population. Mais il n'a rien à voir avec l'esprit critique, monsieur. Le quotient intellectuel, c'est des QCM. Ça n'a rien à voir avec l'esprit critique. C'est un contresens total. Je n'ai pas dit qu'il y avait un rapport entre les deux. Oui. J'ai dit qu'il faut augmenter les capacités intellectuelles parce que de penser qu'en étant moins intelligent et moins doué, on va mieux être compétitif face à l'intelligence artificielle n'aurait bien évidemment pas de sens. Donc le quotient intellectuel et l'esprit critique sont deux choses différentes, mais il vaut mieux que les enfants aient un quotient intellectuel. Sur Snapchat, ils développent de l'esprit critique sur Snapchat et Twitter. Alors sur les réseaux sociaux, je suis un geek et j'aime beaucoup les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que les enfants ne peuvent pas faire que passer leur vie sur Snapchat. Et que les réseaux sociaux ne sont sans doute pas la meilleure façon de développer l'esprit critique. Vous dites qu'il faut développer, il faut gagner en quotient intellectuel. Le quotient intellectuel moyen en France, c'est quoi? C'est 100, 110? Il est un petit peu inférieur à 100 aujourd'hui. On a perdu 3,8 points de quotient intellectuel ces dernières années. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Il semble bien qu'on soit en baisse de quotient intellectuel alors que le quotient intellectuel explose en Asie. C'est-à-dire qu'en Chine côtière, à Singapour, à Hong Kong, il est à 108. Ça veut dire quoi? Que l'école n'est pas au niveau, en fait, c'est ça? On ne sait pas très bien. Il y a peut-être des facteurs environnementaux. Il y a certaines études, notamment en Islande et au Royaume-Uni, qui tendraient à dire qu'une partie de la baisse du quotient intellectuel en Occident serait liée au fait que les femmes ingénieurs, les femmes intellectuelles, les femmes scientifiques font de moins en moins d'enfants et que c'est ça qui aurait un impact sur le quotient intellectuel moyen. Il y a une étude qui vient de sortir et qui a été publiée dans la grande revue anglaise The Economist il y a un mois à ce sujet. Mais on n'a pas de certitude sur les raisons pour lesquelles le quotient intellectuel baisse en Occident. En tout cas, s'il continue à baisser en Occident, qu'il continue à monter en Asie, on peut penser que les Asiatiques seront plus compétitifs face à l'intelligence artificielle dans quelques décennies. Alain Mantolila, sur le débat entre quotient intellectuel et esprit critique. Il y a quand même un malentendu dans cette affaire. C'est que moi, je suis assez d'accord avec Cespedes pour dire que le QI ne mesure pas la capacité à résister. Résister, c'est-à-dire résister aux manipulations, résister à ce qu'on nous impose, résister aux propositions indécentes. Ça n'est pas le QI qui va véritablement permettre de questionner, de réfuter, de mettre en cause. Or, l'esprit critique, c'est ça, c'est mettre en cause. L'esprit critique face à un texte, c'est être capable de dire, ça n'est pas le statut de la personne qui l'a écrite qui va me faire croire à ce texte ou qui va lui donner sa valeur, c'est ma capacité à comprendre, c'est-à-dire à interpréter, c'est-à-dire à questionner, c'est-à-dire à critiquer. Et ça, c'est l'école, c'est le rôle de l'école. Si l'école renonce à cela, alors effectivement, nous n'avons plus que les réseaux sociaux. Juste un point. Alors, je me permettrais de dire, la capacité à raisonner dont vous parlez, oui. Elle n'est pas indépendante du quotient intellectuel. Non, elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. Donc l'esprit critique suppose un minimum de capacité. Elle n'est pas en corrélation immédiate. Non, mais cela suppose un minimum de capacité cognitive d'avoir de l'esprit critique. Alors, vraiment, bien sûr. C'est un point central. Je pense que le débat on peut passer tout le temps là-dessus, on ne va pas le faire. C'est un point central. Des chimistes qui bossaient pour les Allemands pour trouver du gaz pour gazer des autres hommes avaient un quotient intellectuel extrêmement élevé. Absolument. Ceux qui ont détruit la planète Terre, ceux qui la détruisent encore, ont sûrement un quotient intellectuel absolument élevé. Des grands patrons d'entreprise qui ne sont pas déontologiquement corrects, on va dire, peuvent avoir un quotient intellectuel absolument élevé. Donc la question du champ de ce millénaire, c'est pas tellement d'avoir des capacités de compétition. L'horizon de la compétition, on n'en peut plus. Les jeunes d'ailleurs commencent à ne plus en pouvoir. Ils sont en train de se rendre compte qu'on leur donne un monde où la compétition anxiogène est à toutes les sauces, et ils veulent un monde qui ait du sens et des valeurs. Mais elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire quand même. Elle n'est pas suffisante
suffisante, mais elle est nécessaire quand même Non. pour avoir un esprit critique. Regardez, on appelle ça... écoutez, Évidemment, la débilité Non, mais mentale. la débilité mentale, gênerait c'est que- véritablement- ne favorise pas l'esprit Aujourd'hui, comment critique. ça se passe D'accord. nous ne sommes plus dans l'intelligence Bien sûr. individuelle. Nous sommes tous connectés et les jeunes, ils sont totalement connectés Oui. pour le moindre fait et geste. Nous ne sommes plus tellement dans l'intelligence collective, le syndicalisme, les grands groupes. Il y a des brainstorming dans les entreprises, mais on ne peut pas vraiment parler d'une intelligence collective. Nous sommes aujourd'hui dans l'émergence d'une troisième forme d'intelligence, l'intelligence connective. Ça veut dire que si vous avez un ami qui est très intelligent, vous profitez de son intelligence juste en lui envoyant un petit texto. Ça veut dire que vous avez des problèmes en maths, vous demandez à quelqu'un qui a des problèmes en maths. Aujourd'hui, c'est en réseau que l'ego se constitue. J'appelle ça l'écosystème. Et les jeunes, aujourd'hui, fabriquent leur écosystème en lien. Donc, l'idée de centrer sur l'individu qui doit être compétitif face au monde est une idée, à mon avis, biaisée et archaïque, vraiment. Le quotient intellectuel, c'est un siècle, ça a un siècle d'âge, et a été réfuté par des études scientifiques. En veux-tu, en voilà. Alors, je sais que les médecins, en général, remplissent encore des QCM. C'est vrai qu'il faut réformer la médecine, ça, je suis vraiment d'accord. aussi, hein. Les psychologues aussi, c'est une catastrophe, le DSM, etc. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est en termes de valeur et d'intelligence connective. Et c'est ça, à mon avis, à l'école, qu'il faut développer. Du coup, Mais Laurent la- Alexandre, les- ça veut dire qu'on a finalement besoin plus d'une intelligence collective qu'une intelligence individuelle, puisqu'on est Enfin, tous ça, connectés. ce fantasme selon lequel, quand on va être au boulot, on va bénéficier de l'intelligence des autres, le cas déjà. ça tient 5 minutes. Au bout de la 5e demande par jour, le collègue de bureau, il va vous envoyer balader. Il y a un moment, ce fantasme marxiste, non mais au sens sympathique du terme. Toutes les startups fonctionnent comme ça. Toutes les entreprises fonctionnent en collectif. Non, mais c'est pas vrai. Dans les startups, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité et le patron, C'est pas il grave. est pas sur un pied d'égalité avec les autres. Donc de dire qu'on n'a pas besoin de savoir, qu'on n'a pas besoin d'être intelligent, parce que les copains vont compenser les propres manques, c'est une vision sympathique et très. Google applique ça dans et- son recrutement. Et très romanesque. Vous savez. Vous avez vu les écarts de salaire chez Google, c'est les plus élevés du monde. Google applique Donc ça dans le recrutement. ça prouve que ça ne fonctionne pas complètement. Sinon, il y aurait une égalité de Il y a une salaire. il y a une intelligence humaine chez qui est Google. valorisée de plus en plus dans les grands groupes. Non, mais- Je parle de Google. Et on recrute quelqu'un On a juste bien parce sûr que l'équipe a besoin- gagné, même s'il n'a pas les compétences en code, etc. Bien sûr qu'on a besoin d'intelligence collective. Mais vous ne ferez croire à personne que dans une société, quelqu'un de peu doué va s'en sortir uniquement C'est une palissade. en piquant les connaissances des Je peux autres. vous poser une question. Quand vous dites quelqu'un de peu doué, c'est-à-dire quelqu'un qui, du point de vue neurologique, n'est pas équipé de telle sorte que les choses se fassent vite. Quelqu'un de moins rapidement et rapide. bien. Bon, moins rapide, on est bien d'accord. Comment l'école fait pour rendre les moins rapides plus rapides? Dites-moi. Alors, vous savez bien, C'est quelle école est-ce vous savez bien que c'est une grande question. S'il y avait une technique éducative en 2018 sur Terre qui Oui. prend un gamin pas très rapide, pas très doué, quelle que soit la façon dont on qualifie les choses, et qu'il transforme en gamin très rapide, ça se saurait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si une telle technique existait, il n'y aurait pas d'inégalité intellectuelle sur Terre. Or, il y a des inégalités intellectuelles sur Terre, et même dans les pays très démocratiques et où on a beaucoup misé sur l'école, comme les pays d'Europe du Nord, il reste des écarts Je vais vous soumettre intellectuels, quelque chose. intellectuels importants. Donc, laissez-moi juste finir. Allez-y, Donc, finissez. effectivement, c'est un problème politique. D'accord. On a, qu'on aime ou pas la notion de quotient intellectuel, il y a une réalité sur Terre aujourd'hui, c'est que l'éducation, l'école, marche merveilleusement bien chez les gens doués, chez les gens qui ont un QI élevé. L'école marche moyennement bien chez les gens qui sont moyennement doués. Et aujourd'hui, en 2018, sur Terre, il faut bien constater que l'école est une technologie qui ne marche pas très bien, qui marche même médiocrement chez les gens qui ont un QI bas. Je ne dis pas ça pour m'en féliciter, c'est justement ce que l'école doit Ma combattre. question était quelle école C'est que pour sauver l'école- les QI bas? C'est Eh bien, ça qui aujourd'hui, m'intéresse. aujourd'hui, nous n'avons pas réfléchi à ce sujet-là. Il y a eu très peu de travaux. Aux États-Unis, on a constaté depuis déjà plusieurs décennies, notamment dans l'étude PPP, le fait qu'on avait beaucoup de mal, même avec un coaching personnalisé, à aider les gamins peu doués, les gamins lents, mais on n'a pas trouvé de technologie pour significativement les aider à aller plus vite. Alors, comment Donc on fait-on maintient des inégalités importantes, et c'est un vrai problème pour la société de Que demain. fait-on du coup, Laurent Alexandre, des QI bas, du coup, à l'école? Alors, attendez. Ces enfants qui sont... Si Il l'école faut- ne rend pas il les faut enfants trouver- intelligents, il faut c'est trouver, ça, il faut c'est trouver un chemin à chaque gamin. Et un gamin qui n'a pas une intelligence conceptuelle forte et qui donc aura un QI faible, on peut tout à fait lui trouver un chemin grâce à d'autres formes d'intelligence, grâce à une pédagogie adaptée. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'au moment où l'intelligence artificielle arrive, on se rend compte qu'il n'est pas facile de former des gens qui ont une intelligence conceptuelle modeste. Les chauffeurs routiers
effectivement, qui ne sont pas beaucoup allés à l'école, de les reconvertir quand les camions autonomes arrivent, c'est un Peu cauchemar. importe qu'il n'ait pas été beaucoup à l'école, puisque l'école est incapable de, comme vous le dites, de les sauver. Attendez. Ils ne sont pas beaucoup allés à l'école, ils n'ont pas une intelligence conceptuelle très développée, ils n'ont pas été formés depuis des décennies, parce que quand on est chauffeur routier, on ne vous forme pas. Mais que font-ils alors Et donc, quand le camion autonome arrive aujourd'hui, la reconversion des chauffeurs routiers aux États-Unis, les gens sont très inquiets. On ne voit pas facilement comment on va reconvertir les 4 millions de chauffeurs et de livreurs routiers aux États-Unis. C'est un vrai problème, il faut y réfléchir. Le camion autonome, il ne va pas arriver demain matin. Il va se déployer sur 15 à 20 ans. Il faut qu'on y travaille et qu'on y réfléchisse dès à présent, parce qu'il va falloir des années et des années de travail pour réorienter, pour réorganiser le marché du travail pour les chauffeurs routiers, par exemple. Au sujet de l'école, Emmanuel Macron, il avait émis une idée pendant la campagne présidentielle au sujet justement de la formation des profs. On va l'écouter et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Pour préparer ce siècle qui commence, ce monde qui se transforme, nous devons investir. Investir dans nos enfants et dans l'éducation. Elle est indispensable. C'est comme ça que commence à se construire l'égalité des chances. C'est pour cela que je veux redonner de l'autonomie aux établissements, de l'autonomie aux communautés pédagogiques, en leur redonnant les moyens, en payant beaucoup mieux celles et ceux qui travaillent dans les quartiers qui sont les plus difficiles et les plus exigeants, en permettant de recruter sur la base de projets pédagogiques, de projets et pas de critères simplement technocratiques et figés. Alors, il y a plusieurs propositions chez le président Macron. D'abord, mieux payer les professeurs. Vous dites dans votre livre, Laurent Alexandre, que certains professeurs sont extrêmement bien payés dans des pays d'Asie, 20 000 $ par exemple, parce que ce sont des véritables stars qui sont là pour accompagner les enfants qui, par ailleurs, s'instruisent, par exemple, sur Internet, avec des programmes pédagogiques particuliers. Et puis, Emmanuel Macron dit aussi qu'il faut donner de l'autonomie aux chefs d'établissement, peut-être pour justement décentraliser l'éducation. C'est une voie, ces deux propositions vous semblent légitimes, Alain Bentolila ? Payer convenablement les instituteurs et les institutrices, ça serait la moindre des choses, évidemment. D'autant que, comme ils sont mal payés, ils ne sont pas reconnus. Mais quand Laurent Alexandre dit bien payé, ça veut dire que les recruter à un niveau bien supérieur à celui qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des ingénieurs, des énarques pour former pour apprendre à lire aux enfants. Ils sont en bac plus 5 aujourd'hui. La vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est que nous avons la pire formation des maîtres du monde. Je veux dire que notre formation des maîtres est tout à fait inopérante, inefficace et hypocrite. Bon, en termes de pédagogie ? En termes de, je veux dire on ne leur apprend pas à accompagner les élèves, à faire la classe, à ce qu'est véritablement leur mission, et on ne leur apprend même pas ce qu'ils doivent enseigner à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils arrivent en CM2, ils ne savent pas eux-mêmes faire une règle de 3, il faut qu'ils enseignent la règle de 3. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un épithète, un attribut, il faut qu'ils enseignent ce qu'est un épithète, un attribut. Donc, ni au niveau des contenus, ni au niveau de la façon de faire, nous ne les formons véritablement. Ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs. Ce qui est véritablement aujourd'hui responsable du marasme de l'école. Il faut être très clair. Pour améliorer significativement l'école, pour personnaliser l'enseignement et pour aider notamment les gamins les plus lents à grimper sur et à être compétitifs demain, même si certains ne croient pas à la nécessité d'être compétitifs, il va falloir investir massivement. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter le niveau des profs. On ne peut pas avoir des profs qui ne savent pas faire une règle de 3. Et j'ai vu des instituteurs incapables de faire une règle de 3 comme vous. Donc il va falloir faire un effort budgétaire considérable. Il va falloir beaucoup investir dans la recherche en éducation. Et ça choque quand je dis ça. Je pense qu'il faut payer les instituteurs, qu'on appelle maintenant les professeurs des écoles. Il faut qu'on paye les professeurs de collège suffisamment bien pour que dans la France de 2030 ou de 2040, il y ait des jeunes HEC ou des jeunes polytechniciens qui ont la vocation d'enseigner et qui soient profs. Il faut que prof soit comme à Singapour, comme dans les pays d'Asie qui montent, soit une mission d'élite, un métier d'élite. Former les cerveaux des enfants français au XXIe siècle, c'est la tâche la plus importante. On peut
pas continuer à avoir des gens qui parfois ne savent pas faire une règle de 3, sont sous-payés, mal considérés, et quand ils se font cogner, comme encore cette semaine, par un parent d'élève ou par un élève, on ne les défend pas. Ce n'est pas possible. Enseignant est une mission très noble qui doit être absolument protégée. Mais il ne faut pas se tromper. Dire qu'on va faire ça, ça veut dire quasiment doubler le budget de l'éducation nationale d'ici 2030. C'est un effort budgétaire immense qui va supposer de déshabiller d'autres ministères et donc de diminuer les budgets d'autres ministres. C'est un vrai choix politique, c'est un vrai choix stratégique. Pour l'instant, il n'a pas été fait. Blanquer est un très bon ministre, mais il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'augmentation à la hausse du budget du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Moi, j'ai été professeur. Je ne sais pas si vous seriez un bon professeur. Vous êtes sûrement très intelligent, vous avez sûrement un bon QI, mais je ne sais pas si, en termes de transmission, vous feriez l'affaire. Je vous montrerai mes appréciations. J'ai été enseignant. J'étais enseignant et j'étais plutôt un enseignant apprécié. Voilà. Les enseignants qui restent dans notre mémoire, ce n'est pas les plus diplômés. Ceux qui restent dans notre mémoire, c'est les plus passionnés. C'est ceux qui, dans un lien humain, arrivent à transmettre la passion pour la discipline. Ça n'a absolument rien à voir avec le degré d'étude et avec le QI. Et ça, à tous les niveaux. Donc ça, c'est l'expérience que tout le monde fait. On sait très bien qu'un professeur qui n'est pas passionné, il peut avoir le plus gros diplôme du monde et tout le monde s'ennuie dans sa classe et il fait un travail contre-productif. La passion humaine, qui n'est pas indexée sur le QI, est directement d'être bien diplômé incidence. n'empêche pas d'être passionné. Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs étudiants. Mais c'est fondamental, vous comprenez ? Réduire tout à la compétition individuelle, c'est-à-dire en fait à la doxa capitaliste, c'est-à-dire la course individuelle au profit, au rendement personnel, c'est un archaïsme dans un monde de plus en plus connecté. Allez, on va changer de thématique si vous le voulez bien. Alain Bendolila, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau. C'est Michel Fisz qui va prendre votre place tout de suite, qui est sociologue évidemment, Michel Fisz, qu'on connaît bien sur le plateau de LCI. On va parler morale et politique et on va parler des robots. Est-ce que l'homme est un robot comme les autres ? Évidemment, on est un petit peu piquant forcément dans nos questions. Bonjour à vous, Michel Fisz. Bonsoir. Pour commencer, avant de parler de l'évolution de l'intelligence artificielle, de l'homme, des robots, etc., on a voulu vous poser une petite question, Laurent Alexandre, d'actualité, au sujet de la morale. On va écouter tout à l'heure Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui était l'invitée du grand jury RTL, LCI, Le Figaro, et elle a répondu à une question concernant Gérald Darmanin, le ministre. On écoute. Il s'agit d'une enquête préliminaire qui est en cours et bien entendu sur le fond de l'enquête, je ne peux prendre aucune position. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que les règles sur le maintien au gouvernement d'un ministre sont extrêmement claires. Dans la situation actuelle, Gérald Darmanin peut rester au gouvernement. La mise en examen, c'est, je dirais, le seuil qui, le cas échéant, peut déclencher un départ. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc le ministre Darmanin, contre lequel une plainte pour viol a été déposée, on est en plein dans la morale et la politique. Moi, quand je vois ça, ça m'inspire un souvenir d'il y a déjà longtemps, Dominique Baudis. Il faut se méfier des témoignages, il faut les vérifier avant que la meute médiatique se lance au basque des politiques. Souvenez-vous, il y a près de 20 ans, Dominique Baudis avait été accusé de faire des parties épouvantables, sadomasochistes, avec la mort des jeunes gens qui étaient de force conviés dans ces orgies sadomasochistes. Tout était inventé, tous les témoignages étaient faux. Les gens qui avaient témoigné étaient des gens tout à fait non recommandables, on n'avait vérifié aucun des témoignages. On a, dans tous les journaux télévisés, expliqué que Dominique Baudis était quasiment coupable, responsable de ces horreurs. Il ne s'en est jamais remis. Dominique Baudis est aujourd'hui mort. Au moment où on a prouvé que tout ceci était un épouvantable mensonge, ça a fait 30 secondes au journal télévisé, alors que ça a fait les gros titres pendant plusieurs jours au moment où on l'avait sali. Donc méfions-nous, soyons prudents et avant d'attaquer, de porter des jugements, attendons la vérification des faits. Il faut être très prudent pour jeter au chien l'honneur d'un homme, fût-il politique. Donc oui, à la libération nécessaire de la parole, notamment celle des femmes, mais oui aussi au respect de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Souvenons-nous de Baudis. Mais en tout cas, ça pose la question de la morale. Et la morale, c'est intéressant. Un serial killer peut très bien avoir un QI très élevé. Très élevé. Un autiste peut avoir, dans certains domaines, un QI très élevé. Donc,
on voit bien que la morale, c'est ce qui va poser problème avec l'intelligence artificielle. Il y a deux écoles, si vous voulez. Il y a ceux qui disent, elle va se développer, c'est à l'homme de s'adapter, c'est votre position. Sinon, on n'est pas concurrentiel. Il faut absolument qu'on s'adapte à cette sorte de raz-de-marée qui va arriver et qui va creuser les inégalités sociales. Puis il y a une autre version des choses, c'est qu'il faut que l'intelligence artificielle s'adapte à l'homme. Il faut qu'elle soit subordonnée à nos prérogatives en termes de vie, en termes d'humanité. C'est pas un vœu pieux, ça? C'est pas un vœu pieux. Un peu la course à l'échelle. Bien sûr que non, parce que nous sommes les utilisateurs de l'intelligence artificielle. Et si elle dépasse nos capacités, on ne va pas tout simplement l'utiliser. Donc l'argent investi doit avoir des utilisateurs. Donc je crois que c'est vraiment un débat complètement biaisé de croire qu'il y a une sorte de devoir. Adaptons-nous à l'intelligence artificielle en oubliant qu'on est partie prenante dans cette évolution-là. Je pense aussi qu'il faut démocratiser le débat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et je me réjouis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est à nous de diriger et faire de l'intelligence artificielle ce qu'on veut en faire. Mais n'oubliez pas que les seuls producteurs d'intelligence artificielle sur Terre, ce sont les géants du numérique californiens, Google, Apple, Facebook, Amazon, qu'on appelle les GAFA, et puis les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Il n'y a aucun aucun producteur d'intelligence artificielle en Europe. Donc pour que l'Europe décide ce qu'elle veut que l'intelligence artificielle soit, il faudrait qu'il y ait une industrie de l'intelligence artificielle européenne. Or aujourd'hui, ce sont les Californiens et les Chinois qui contrôlent la totalité de l'intelligence artificielle. Ils font très attention de parler au plus grand nombre. À ma connaissance, Facebook, par exemple, est utilisable par une mamie. Donc, c'est pas une question de QI. Et ça va rester. Mais je n'ai pas parlé de QI, là. Vous nous faites une fixation sur le QI. Vraiment, je montre que l'intelligence artificielle va s'adapter à toutes les intelligences de façon très populiste et démocratique. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être qu'on peut proposer de regarder un petit sujet de Fabrice Colaro. Puis on vous fera réagir, évidemment, Michel Fils, juste après. Fabrice Colaro va nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Comment puis-je vous aider? Certains fantasment sur ces possibilités, d'autres au contraire en ont peur, mais ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle est petit à petit en train d'arriver dans notre quotidien. En fait, l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'un programme informatique. Un programme certes très sophistiqué et conçu pour s'améliorer au fur et à mesure qu'on le nourrit d'informations. Très concrètement, si on veut reconnaître un véhicule avec une remorque, on va lui dire ça c'est un véhicule avec remorque, ça c'en est un autre, dans des milliers de situations différentes, aussi diverses les unes que les autres, afin qu'ils comprennent toute la variété de cas possibles, afin de synthétiser cela et d'avoir compris le concept véhicule avec remorque. Et l'un des champs d'application aujourd'hui, c'est donc la reconnaissance d'images. Cela sert par exemple à la mise au point de véhicules autonomes capables de distinguer les objets ou les humains qu'ils croisent sur leur route. L'un des plus grands experts au monde en intelligence artificielle est un Français. Yann Lequin a inventé ce que l'on appelle le deep learning, autrement dit une méthode d'apprentissage pour les ordinateurs qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Le concept qu'un objet qui n'est pas soutenu va tomber, on apprend ça vers l'âge de 8 mois, ça prend un certain temps. Et tout ça est appris par observation, sans supervision, c'est-à-dire on ne dit pas explicitement au bébé ce qui va se passer, simplement le bébé observe comment fonctionne le monde et construit un modèle du monde. Et on voudrait que nos machines puissent apprendre un modèle du monde par observation et par interaction avec le monde. Et on ne sait pas comment faire. Aujourd'hui, Yann Lequin dirige la recherche du géant américain Facebook avec une particularité. Tous les résultats de ses travaux sont publiés et disponibles pour les chercheurs du monde entier. Des recherches qui, là encore, s'appliquent à la reconnaissance d'images, mais aussi au dialogue entre l'homme et l'ordinateur. Un gros sujet de recherche sur lequel on travaille ici à Facebook serait des systèmes basés sur l'apprentissage, sur le deep learning, qui puissent apprendre à dialoguer. Il y a un espèce de saint graal après lequel on court, qui est de voir des machines qui ont suffisamment de connaissances de base sur le monde pour qu'un dialogue avec elles soit agréable et ne soit pas frustrant. Et pour ceux qui ont peur que l'intelligence artificielle devienne un jour supérieure à celle de l'homme, rassurez-vous, cette discipline n'en est encore qu'à ses balbutiements, un peu comme le cerveau d'un nouveau-né qui a encore tout à découvrir. Alors on va évidemment parler de l'intelligence artificielle, cette terre promise, en tout cas cette terre qu'on nous promet. Michel Fils, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup réfléchi justement au moral des Français, à la crise morale que nous traversons. Est-ce que justement toute cette interrogation sur cette intelligence artificielle qui peut-être demain va nous dépasser, est-ce que ça entretient et ça creuse encore cette crise morale? D'abord, je partage ce que disait Vincent il y a un instant. La réponse aux problèmes éventuels est d'ordre moral.
Elle ne peut pas être politique et encore moins économique, l'économie agissant comme bon lui semble. Bon, moi je suis un petit peu frappé de voir que on manie là des notions, mais sans leur donner un minimum de définition. Bon, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle l'intelligence. Moi je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Parce que c'est placer effectivement les choses au niveau des hommes. Or, je rappelle que pour le moment, il y a des capacités artificielles qui sont produites par l'intelligence humaine. Pas seulement, il y a déjà des machines qui arrivent d'elles-mêmes à apprendre. Regardez, quand on bat les joueurs au jeu de Go, la machine a appris d'elle-même à battre. Oui, mais je pense qu'on pourra vraiment parler d'intelligence pour l'artificiel quand on aura atteint ce qui, pour moi, est la définition de l'intelligence, c'est la capacité permanente à s'adapter à des situations nouvelles, imprévues, inédites, voilà, et la capacité à les transmettre, ces capacités. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur des robots à partir du moment où il n'y en a pas un qui va dire à un ensemble d'autres, bon, ben, vous faites ce que vous voulez, vous faites la révolution contre les hommes. Là, on pourra s'inquiéter. Ce qui permet de dire, je pense qu'on joue un petit peu à se faire peur pour le moment. Alors, moi, je pense effectivement qu'il faut savoir une société à quoi elle sert, quels sont ses objectifs. Est-ce que c'est l'objectif humain qui doit primer ou l'objectif économique? Là, avant d'entrer sur le plateau, j'étais en train de penser aux caissières qu'on enlève des caisses de supermarchés. Pourquoi on le fait? Dans l'intérêt des caissières ou dans l'intérêt du système économique? Je crains que ce soit dans l'intérêt du système économique. On va y revenir justement parce qu'on a ressorti un petit élément justement sur ce supermarché Amazon qu'on vous montrera tout à l'heure. Simplement, Laurent Alexandre, pour rebondir sur ce que dit Michel Fize, à la fin du sujet, Stéphane Collaro nous dit rassurez-vous, ça n'en est qu'à ses balbutiements. Michel Fize nous dit pour le moment, les robots vont pas prendre le pas sur les hommes, etc. On doit s'inquiéter quand, en fait? On en est où exactement? Moi, je ne crois pas qu'on doit s'inquiéter. Heureusement, Michel Fize a raison. L'intelligence artificielle n'a pas du tout la capacité d'adaptation du cerveau humain. Elle n'a même pas la capacité d'un bébé. Un bébé reconnaît une image, un type d'image, un animal, quand il en a vu 3 ou 4, ce qui n'est pas du tout le cas de l'intelligence artificielle. Donc heureusement, les robots sont encore très embryonnaires dans leur capacité, ils coûtent très cher. Heureusement, l'intelligence artificielle n'égale pas l'intelligence humaine. Si c'était le cas aujourd'hui, on aurait une vraie crise sociale et une crise politique. Si on avait de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle est presque gratuite, qui bosse 24 heures sur 24 tous les jours et qui soit l'égal de l'homme, nous serions dans une grande difficulté. Donc l'intelligence artificielle nous est aujourd'hui très inférieure, sauf dans certains domaines très spécifiques. Elle va progresser dans les décennies qui viennent. Il faut qu'on réoriente l'appareil de formation, l'appareil éducatif, et qu'on se prépare à l'arrivée d'intelligence artificielle plus sophistiquée dans les décennies qui viennent. Mais heureusement, elle nous est inférieure, donc on a plusieurs décennies pour se préparer. Laurent Alexandre, vous êtes beaucoup plus prudent que dans votre livre, parce que dans votre livre, vous nous expliquez qu'effectivement, il faut un enfant 3 images pour reconnaître une girafe et reconnaître la 4e fois, et vous dites qu'il faut un ordinateur 1 million d'images, mais que maintenant, 7 millions d'images est disponible gratuitement sur Internet. Non, mais pour la reconnaissance d'images, les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants du numérique, ils ont tellement d'images qui peuvent éduquer, former à reconnaître une image, l'intelligence artificielle. Mais par exemple, ce que fait un journaliste, ce que vous faites, une intelligence artificielle est incapable de le faire pour encore 10 à 20 ans. Ce que fait un médecin général... 10 à 20 ans, mais c'est demain. Oui. Non, mais je suis quand même... Un médecin général. Donc, en toute hypothèse, donc, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un déferlement de l'intelligence artificielle demain matin et qu'elle va dépasser les tâches humaines. Et nous allons changer. C'est-à-dire, nous allons progressivement déserter les endroits où l'intelligence artificielle fait mieux que nous. On va arrêter de former des chauffeurs routiers. On va arrêter de former des comptables et on va former les gens à d'autres tâches, d'ailleurs plus intéressantes probablement, dans lesquelles ils vont pouvoir être complémentaires de l'intelligence artificielle et pas du tout menacés par l'intelligence artificielle. Cécile de Minibus nous a rejoint avec son regard inattendu comme toutes les semaines. Cécile. Oui, mais justement, vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 stades d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est à peu près au milieu du 2e stade. Vous dites même que l'intelligence artificielle est inintelligente aujourd'hui. Mais est-ce que demain, dans le stade 4, on parle quand même de 2040, ce qui n'est pas si loin que ça, est-ce que ça veut dire que l'intelligence sera dotée de sentiments comme les humains, d'empathie, de bon sens? Vous savez, vous avez vu l'été dernier, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et puis Elon Musk, le propriétaire de Tesla, se sont engueulés, se sont insultés sur Twitter et sur Facebook sur ce sujet-là. Mark Zuckerberg dit que c'est inenvisageable avant des décennies et des décennies
Les gens de Google n'envisagent pas que ce soit possible avant 2060-2080. Elon Musk a dit il y a un danger dès 2030-2040. Il l'a retweeté d'ailleurs en septembre. Et il a accusé les dirigeants de Google et Mark Zuckerberg de prendre des risques avec l'humanité en allant trop vite sur l'intelligence artificielle et en sous-estimant le risque que l'intelligence artificielle pourrait avoir une conscience artificielle, ses propres sentiments, et donc être hostile. Donc là-dessus, on a un psychodrame. Aujourd'hui, il est assez compliqué de trancher. On peut juste voir que parmi les gens qui s'intéressent à l'électronique, il y a des gens qui pensent que ça peut aller très mal dès 2030-2040, alors que d'autres, comme les dirigeants de Google ou les dirigeants de Facebook, sont rassurants et pensent que nous ne risquons rien avant le milieu de la deuxième partie de notre siècle. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une intelligence artificielle ayant une conscience d'elle-même, un projet propre et hostile avant 2050. Mais c'est une opinion. C'est possible. C'est une opinion personnelle et mon opinion ne vaut pas grand-chose quand vous voyez le désordre qu'il y a parmi les experts, puisqu'il n'y a pas 2 experts qui sont d'accord sur ce sujet. Je vous rappelle qu'il y a eu récemment, on a colligé sur ce sujet-là l'avis des 100 meilleurs experts au monde. Il n'y en a pas 2 qui sont d'accord. Donc mon opinion, comme celle des autres spécialistes du sujet, elle ne vaut pas grand-chose. Nous sommes en plein brouillard. Il nous est très difficile aujourd'hui, avec nos connaissances techniques, d'imaginer si l'intelligence artificielle peut acquérir des sentiments et une conscience dans 1, 2, 3, 4 décennies. On est vraiment dans un brouillard technologique. Michel Fize. Non, mais là, je pense qu'encore une fois, la question de savoir quel projet on veut. J'ai l'impression que derrière tout ceci, il y a une sorte de fascination pour la machine intelligente. Donc moi, je serais plus favorable à une sorte de... qu'on décrète un nouveau néocolonialisme, le colonialisme des machines. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, si le projet c'est de donner le pouvoir aux machines, évidemment, on risque de se mordre les doigts dans cette année 2050 où on nous prédit effectivement que les machines seront... Certains grands groupes ont ce projet-là. Oui. Non, mais encore une fois, je pense que c'est la même querelle que quand le machinisme a été introduit au 19e siècle. Il y a eu une grande crainte qui était justifiée dans le contexte de l'époque. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que la machine est un outil, c'est un instrument qu'on n'a pas à placer au niveau de l'homme. Je pense que ce qui doit primer, c'est l'homme dans toute sa morale. Est-ce que je peux vous remontrer, je vous donne la parole juste après Vincent Cespedes, simplement justement cet extrait sur ce supermarché chez Amazon qui a ouvert ses portes, c'est à Seattle me semble-t-il. Les images sont quand même assez frappantes, regardez. Ça m'a pris 3 minutes, j'ai tout ce qu'il me faut et je n'ai eu à parler à personne. J'ai tout ce qu'il faut et je n'ai eu à parler à personne, c'est un peu terrifiant. Vincent Cespedes. Alors moi j'ai battu Facebook et Google, enfin en théorie, puisque je me lance dans un projet avec ma société Matkalain, dirigée par une Vietnamienne, Ha Giang. Je me lance dans une intelligence artificielle philosophique. C'est théorique, évidemment, d'abord. Vous avez mentionné l'appli DeepPro qui scanne les valeurs humaines. Nous, on a compris une chose, c'est qu'il y a un immense avantage à travailler sur l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des surprises concernant les données. Donc ce qu'on fait pour l'instant, première étape de développement, on est en train de mettre, pour rendre cette intelligence artificielle philosophique, toute la philosophie, on est en francophonie, on parle de langue française, dans la machine. On met toute la philosophie, 2000 ans de philosophie, donc on scrape, on met des livres, et on voit l'arborescence de concepts que ça dessine. Ça a été tenté, André Robinet, un de mes anciens professeurs, avait fait ça dans le défi cybernétique en 73, il a dit on pourrait accéder par l'intelligence artificielle à la logique du pensant. Et là, vous êtes en train de donner une pensée, une conscience à l'intelligence artificielle. Alors, justement, ce que l'on voit, il y a deux conséquences. D'abord, on a beaucoup réfléchi, donc déjà, rien que ça, c'est déjà une belle victoire. On a compris une chose importante, c'est qu'on ne peut pas penser sans avoir une architecture émotionnelle et morale. C'est ce qui fait qu'on choisit des idées, ce qui fait qu'on arrive à trancher dans 2000 ans de philosophie récoltée, c'est parce qu'on a un schème moral. Et donc ça va aller toujours avec une hybridation avec des êtres humains, c'est-à-dire qu'on ne pourra développer notre intelligence artificielle philosophique que s'il y a des centaines d'utilisateurs qui commencent à jouer avec la machine, à participer, à déposer leur intelligence dans l'intelligence de la machine. Vous êtes en train de donner le pouvoir à la machine Non. Donner à la machine la capacité de philosopher elle aussi. Mais ça se passe aussi en médecine. Aujourd'hui, les radiologues, par exemple, ont de plus en plus besoin... Non, justement pas. Ils s'hybrident avec la machine. La machine est capable de... Un radiologue qui a de l'expérience a encore une valeur exceptionnelle. Plus très longtemps, selon Laurent Alexandre. Non, ça s'hybride. Encore plusieurs décennies. Encore plusieurs décennies. Ouais. Mais plusieurs décennies, c'est pas grand-chose. Et donc je ne crois pas du tout que je résume vite. Je ne crois pas du tout que la machine arrivera à une conscience. Pour moi, c'est de la mythologie.
ça reste du silicone, du verre et des circuits. Par contre, il y aura ce que j'appelle un émo-mimétisme. Émo, emoji, l'émotion, et mimétisme, imitation. De plus en plus, la machine va imiter l'homme. Et ce qui va se passer, et ce qui est d'ailleurs la source de plein de fantasmes concernant l'intelligence artificielle, c'est que nous allons mettre notre humanité dans la machine. Vous avez une petite Comme vous peluche. faites avec votre appli. Non, mon appli, ça, on va essayer d'avoir vraiment un discours rationnel, c'est le but du jeu et conceptuel. Mais nous avons une immense tendance à anthropomorphiser la machine. Et c'est là-dessus que vont jouer, y compris Google et Facebook, notre capacité à humaniser ce qui en fait n'est pas humain. L'émomimétisme va provoquer des émotions réelles de la part des individus. Et pouvoir le rendre hostile, éventuellement. Je ne crois pas à ça. Enfin, je suis rassuré. Tout à l'heure, vous m'accusiez de vouloir maintenir une société de compétition. D'ailleurs, vous avez dit une société capitaliste. Et je vois que vous êtes créateur de start-up. Donc, je vois que vous n'êtes pas complètement... C'est quasiment non lucratif. Il n'y a pas de business plan associé. Vous n'êtes pas opposé au modèle capitaliste puisque vous en êtes un pilier. Excusez-moi, mais reste quand même, encore une fois, le constat que je fais, moi, de la situation actuelle. Nous sommes dans des sociétés démoralisées ou amoralisées, où chacun se fabrique sa bonne conscience, dans un contexte économique qui rejoint un petit peu le gouvernement des choses dont parlait Marx, pour le coup. Il est très en harmonie avec ce temps, du point de vue de ce constat. Donc on n'échappera pas à la question de se dire, à un moment donné, la liberté de créer. Oui, on l'avait vu avec évidemment l'énergie nucléaire, les bombes atomiques. Voilà, on peut créer, on a le droit de créer, c'est le propre de l'homme que d'inventer en permanence. Mais il y a un moment où effectivement, il faut définir quand même des règles jusqu'où on n'ira pas. Alors, justement, regardez, cette semaine dans l'actualité, il y a eu un événement qui nous a marqué avec Bénédicte et Cécile et qui résume un peu où va l'humanité, où s'arrête la morale. C'était l'épisode évidemment Nutella. On regarde tout de suite. C'est pas normal. Vous en souvenez tous, évidemment, c'est les scènes d'émeute suite à cette promotion dans certains supermarchés où le produit Nutella au kilo était vendu 70% moins cher que d'habitude. Ça vous a, les uns et les autres, provoqué quel sentiment? Des scènes d'émeutes de ce type-là, on en a vu dans l'histoire sans arrêt. On en voit en Asie. Il faut pas non plus être, faut pas être déformé par l'écume des jours. Oui, mais ça a toujours existé. Vous parlez tout à l'heure de démoralisation. Ouais. Il faut relire ce qu'écrivait vers 1850 Flaubert et vers 1880 Zola, que notre société a été abrutie par les journaux papier de l'époque, et que les journaux étaient en train de détruire notre humanité, de nous asservir, de nous abrutir. Donc le discours catastrophique, on l'a toujours connu. Une fois, il faut les émeutes de ce type-là, on en a toujours connu. Je crois que c'est l'écume des jours. Je ne crois pas que ce soit significatif d'une démoralisation de la société. Mais regardez ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Je vous lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Quand l'émeute montre la misère, l'idiot regarde le Nutella. Voilà. Bon, mais de toute façon, encore une fois, je pense que dans cette histoire très particulière, les dirigeants économiques sont responsables et coupables. Parce qu'on est dans une société de grande misère. Je rappelle qu'il y a quand même 9 millions de pauvres, qu'il y a des millions de gens qui sont dans la précarité. Donc quand vous leur présentez effectivement cette espèce de mirage d'un jour ou de 2 jours, on a ce genre de résultats. Donc je pense qu'effectivement, il faut trouver les moyens, je redis, il faut remettre des règles, y compris dans le secteur économique. La mondialisation, c'est pas le laisser-faire, c'est pas le laisser-faire. L'homme doit organiser quand même, il doit organiser le destin des hommes. Tout à l'heure, Michel Pisse, vous parliez des autres révolutions industrielles, celle d'avant qui avait vu des millions d'emplois détruits et d'autres de se créer. Laurent Alexandre, c'est un peu le même type de révolution industrielle qu'on va peut-être vivre avec l'intelligence artificielle et la machine. Plein d'emplois vont devenir dépassés par les machines. Non, mais il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître, mais je vous rappelle que 80% des emplois français qui existaient sous Napoléon ont été détruits au XIXe siècle. La quasi-totalité des gens travaillaient pour le monde agricole et ces emplois ont disparu. Donc on a déjà eu au XIXe siècle une transformation radicale des emplois. On va avoir la même ? On va en avoir une aujourd'hui. La question c'est y aura-t-il des emplois adaptés à tout le monde parmi les nouveaux emplois, ou est-ce que certains emplois seront trop compliqués, trop conceptuels, trop techniques pour qu'ils soient abordables pour tout le monde? Et là, on rejoint le problème de l'éducation et de l'école. Si on veut éviter que les nouveaux emplois qui vont être créés en millions
et qui vont être au moins aussi importants que les emplois détruits, soient accessibles à tout le monde, il faut que le système éducatif galope plus vite, il faut que le système de formation aille plus vite. Vous savez quel est l'état catastrophique du système de formation des adultes en France. Hein. La formation professionnelle des adultes, elle est honteuse par rapport à ce qu'elle est en Bavière, par rapport à ce qu'elle est en Scandinavie, Alors, le par rapport en ce moment réfléchit à une réforme, par rapport à ce qu'elle est en Suisse. Hein. Quand on voit la qualité du système de formation professionnelle des adultes en Suisse, je peux vous promettre que la reconversion des Suisses bousculés par l'intelligence artificielle, elle va être meilleure et plus facile que la reconversion des Français. Certains adultes vont devenir inutiles, en fait, c'est ça que vous dites? Écoutez, vous savez bien qu'il y a deux scénarios. Soit on arrive à former les gens qui sont bousculés par l'intelligence artificielle et on gardera un corps social unifié, un corps social harmonieux, soit effectivement on va vers le cauchemar décrit par Harari dans son livre Homo Deus, hein, c'est-à-dire des dieux et des inutiles. C'est-à-dire des gens qui comprennent l'économie qui vient et puis des gens qui sont dépassés et qui se retrouvent largués. Si on veut éviter le cauchemar d'Homo Deus, si on veut éviter d'avoir des dieux d'un côté et des inutiles de l'autre, il faut former les gens et il faut améliorer l'école et la formation professionnelle des adultes. Vous dites que les élites aujourd'hui au pouvoir ne sont pas capées justement pour prévoir ça. Est-ce que vous pensiez qu'il fallait remettre des ingénieurs au pouvoir ? Alors, je pense qu'il faut que les élites politiques s'intéressent un peu plus au futur et fassent un peu moins de politique politicienne. Alors c'est vrai qu'avec la génération Macron, quoi qu'on pense de Macron, plus d'ingénieurs, plus de techniciens sont arrivés au pouvoir. On a des gens comme Villani qui connaissent très bien la technologie, Blanquer qui a beaucoup réfléchi aux neurosciences, mais on a aussi à droite des gens qui connaissent bien la technologie, hein, notamment quelqu'un qui est aujourd'hui un peu au repos, mais qui connaît remarquablement bien l'intelligence artificielle, qui est Jean-François Copé. Donc on a à droite et à gauche quelques personnalités qui émergent et qui connaissent un peu la technologie. Mais globalement, sur le sujet de l'intelligence artificielle, la plupart des hommes politiques connaissent très mal. Il va bien falloir, quelle que soit sa couleur politique, si on veut préparer un futur correct à nos enfants derrière le tsunami, derrière la vague, la tempête de l'intelligence artificielle, il faut qu'on s'y prépare. Et il faut donc des hommes politiques qui soient au courant de ces évolutions-là. En fait, ce qu'on voit, c'est dans la réforme de l'école qui est nécessaire, ça je vous rejoins, c'est qu'il va falloir apprendre à apprendre. C'est juste ça. Et il y a des méthodes, d'ailleurs vieilles, qui, à l'heure de la Talbette, feraient des merveilles. Freinet, qui est quand même une immense gloire française pédagogique, qui a été si peu adaptée, Montessori. Il y a des méthodes alternatives qui permettent justement d'être totalement appliquées au monde de demain. Mais apprendre à apprendre, c'est fini l'idée d'apprendre, d'avoir un diplôme et de rouler avec un seul même diplôme toute sa vie. Il va falloir donc développer la gourmandise de la connaissance, l'interrogation, l'esprit critique, on en a parlé au début, et tout ça, la gourmandise de la connaissance, l'interrogation, ça s'appelle la philosophie. Pas la philosophie du cursus, du diplôme, de je connais des philosophes, mais l'acte critique, l'acte philosophique. Il faut que la philosophie aille dans la rue et surtout colore toutes les autres matières, l'histoire, l'anglais, la culture. Il va falloir qu'on développe ce qui est le propre humain, parce que le propre de l'homme, c'est-à-dire la capacité d'entraide. On le voit bien avec le Nutella de façon caricaturale. Soit on est dans une société de compétition avec une société atomisée qui est un malaise, et je vous rejoins, un malaise, une souffrance énorme aujourd'hui pour des millions de personnes, soit on développe les capacités d'entraide, les capacités d'empathie. Et tous les gens progressistes savent que c'est en cela que l'avenir réside. Michel Fils. Non, je pense aussi qu'il faut mettre en avant les responsabilités d'État, les responsabilités politiques. Donc je crois qu'effectivement, il faut axer sur la formation, l'éducation, tout ça a été dit, je n'y reviens pas, mais il faut aussi peut-être inventer de nouveaux droits de l'homme et du citoyen. J'en vois, moi, un en particulier, le droit à une réorientation professionnelle, le droit à un reclassement immédiat, voilà, pas de licenciement sec. Voilà, parce qu'encore une fois, alors surtout de la part de sociétés économiques, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, hein. Il y a des sociétés qui font des profits et qui malgré tout licencient. Donc pour celles-là encore, le droit est encore un peu plus impérieux. Voilà, je pense qu'il faut aussi ne pas laisser les gens sur le bord du chemin. La transition est toute trouvée puisqu'on s'est posé la question également de ces GAFA, ce que vous disiez tout à l'heure, Google, Amazon, Facebook, Apple. Est-ce qu'ils sont plus forts que les États ou pas? Vous dites dans votre livre, ils ont les GAFA, les Américains et les Asiatiques sans doute. Nous, on a la CNIL, sous-entendu. Bon, on a 2-3 carcans. On va écouter ce que dit justement Cédric Villani, que vous avez cité tout à l'heure, où il dit oui, mais nous on vit en Europe, donc il faut faire avec. Écoutez-le.
la stratégie gouvernementale de l'intelligence artificielle, c'est un sujet typique sur lequel il ne faut surtout pas dire on va laisser les machines décider à notre place ou on va laisser les autres le faire. Au contraire, c'est à nous de nous prendre en main. C'est aussi à nous en tant que nation et en tant que continent à trouver nos propres règles, notre propre droit qui s'annonce beaucoup plus respectueux des droits de la vie privée que sur les autres continents, notre propre économie, nos propres valeurs, et à bien se demander qui on est et pas adhérer à l'économie numérique, oui, mais en ayant conscience de nos valeurs. Alors, Laurent Alexandre, est-ce qu'on a vraiment la capacité de se prendre en main, comme dit Cédric Villani? On voit bien la puissance des GAFA, les dizaines de milliards qui sont investis sur l'intelligence artificielle, sans les mêmes règles que nous, avec l'accès aux données privées absolues, et on voit quel géant ça a donné. Est-ce que nous, en Europe, on peut, ce que vous proposiez tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut aller à l'encontre de tout ça et avoir nos propres règles? C'est très compliqué. Vous voyez bien dans quel piège on s'est mis. Alors, on peut considérer que la compétition est une mauvaise chose, mais la compétition économique, elle existe. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle et le numérique, c'est contrôlé par les Chinois et puis par les Américains, que l'Europe n'a aucun acteur de taille significative dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, aucun. Nos téléphones sont complètement made in China et puis made in California. Donc nous avons perdu la première bataille du numérique. Donc la voie que nous avons suivie en Europe, elle n'a pas marché pour de multiples raisons. On n'a pas un marché capitalistique suffisant. On a mis trop de contraintes sur la donnée, sur les industriels de la donnée par rapport à ce que font les autres. Je ne dis pas ça dans l'absolu, mais en valeur relative. Et donc effectivement, les Chinois et les Californiens, ils font beaucoup mieux que nous. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en voie de colonisation numérique, c'est-à-dire que nos téléphones portables, notre intelligence artificielle et demain nos cerveaux, parce que nos cerveaux sont profondément influencés par ce qui est délivré par les géants du numérique via nos téléphones portables, tout ça est made in California et made in China. Donc si nous voulons nous décoloniser, il va falloir bosser. Il faut que l'Europe ait, parce que l'échelle de la France est trop petite, une stratégie de lutte, une stratégie de reconquête. Il faut considérablement investir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous savez que Alibaba, le géant du numérique chinois, l'année dernière, a décidé un plan d'investissement de 15 milliards dans l'intelligence artificielle. Le budget annuel d'investissement à l'INRIA, qui est le fer de lance de la recherche en informatique en France, est de 230 millions. Nous sommes ridicules par la petitesse de l'investissement que nous faisons en intelligence artificielle en France et en Europe aujourd'hui. En septembre dernier, Vladimir Poutine, devant un parterre d'étudiants, a fait une réflexion plutôt intéressante. Écoutez. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. En clair, celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. C'est certain. De toute façon, si vous n'êtes pas fort en intelligence artificielle, vos missiles nucléaires, ils ne décolleront même pas. Donc vous perdrez la guerre. Même si les missiles nucléaires ne sont pas connectés à Internet, ils ne décolleront pas. L'intelligence artificielle de vos ennemis les bloquera. Donc effectivement, le président chinois a dit la même chose. Le président chinois a dit d'ici 2049, la Chine va devenir la première puissance mondiale grâce à l'intelligence artificielle. Et nous serons leader mondial en technologie, en sciences, en économie. Et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Donc effectivement, une grande compétition mondiale s'est développée et l'Europe est toute petite, l'Europe est colonisée, l'Europe regarde les coûts. Et si nous voulons que nos enfants ne soient pas dans une colonie, ne soient pas des colonisés des Chinois et des Américains, il va falloir qu'on se secoue et qu'on se mette à travailler très très sérieusement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on paye mieux nos talents plutôt qu'on les laisse partir dans la Silicon Valley ? Est-ce qu'il ne faut pas que nos ingénieurs, nos chercheurs soient aujourd'hui mieux payés ? On produit beaucoup de très bons mathématiciens, et Cédric Villani en est un très bon exemple, beaucoup de chercheurs, mais il faut savoir que les spécialistes en intelligence artificielle sont payés jusqu'à 50 fois plus dans la Silicon Valley qu'ils seraient payés au CNRS. Donc effectivement, ce décalage entre la façon lamentable dont on paie nos chercheurs en Europe et en France en particulier, et puis les ponts d'or qu'on leur fait est terrible. Si on ne paye pas nos talents comme ils sont payés là-bas, ils ne resteront pas. Alors, il y a bien sûr quelques chercheurs qui ne s'intéressent pas du tout à l'argent, mais ils sont de plus en plus minoritaires. Et en plus, il n'est pas normal que des chercheurs de talent soient sous-payés en France alors qu'on leur propose beaucoup plus ailleurs. C'est un acte sadique de la part de la société française de ne pas récompenser
ses meilleurs chercheurs et ses meilleurs ingénieurs. Je ferai simplement une remarque et une proposition. La remarque, c'est que tout ceci s'appelle la dépossession du politique par l'économique au plan mondial. La proposition, ce serait peut-être aussi de s'inscrire dans une utopie, mais que je considère comme une utopie raisonnable. C'est une organisation mondiale politique. Une organisation des nations au-delà des continents. Mais vous savez, elle a été exprimée à bien des égards par bien des hommes au travers des siècles. Lénine voulait d'ailleurs qu'il y ait un gouvernement mondial communiste. Ça n'a pas très bien marché. Surtout piloté par une intelligence artificielle, ça peut être très dangereux. On va changer de thématique une nouvelle fois si vous le voulez bien. Je vous remercie beaucoup Michel Fils d'être venu nous voir. Oui. On accueille Jean-François Colossimo. Merci Michel Fils. Venez vous installer Jean-François Colossimo, essayiste, auteur de Aveuglement, religion, guerre, civilisation. On va parler de religion dans une seconde. Mais d'abord, on va peut-être commencer sur le clonage. Vous avez vu certainement ces images de singes qui ont été clonés. On les a vus cette semaine. Ils ont 8 semaines, si je ne m'abuse. 2 singes clonés. Puisqu'on parlait de Poutine il y a une seconde, Laurent Alexandre, le premier cloné, ça risquerait peut-être d'être un dictateur ? Parce qu'effectivement, juste les singes ont beaucoup d'ADN commun et de gènes communs avec nous. Oui, et oui, donc, on s'approche du clonage humain. Chez un macaque, comme on l'a fait là, peut-être fait chez l'homme. Mais moi, personnellement, je suis contre le clonage humain et je fais partie des gens qui pensent que ça doit rester quelque chose d'interdit à l'échelle mondiale. J'ai bien peur que cet interdit soit transgressé. D'ailleurs, on a vu les Chinois ont fait des manipulations génétiques alors qu'il y avait une discussion mondiale pour bloquer les manipulations génétiques à partir des ciseaux que sont les CRISPR. Les Chinois ont fait 2 séries de manipulations génétiques. Donc, il est assez peu probable aujourd'hui, hélas, qu'on ait un accord mondial pour réguler ces technologies-là. Donc il est possible que le clonage, en Chine ou dans d'autres pays, le clonage humain émerge demain. Alors il y a autre chose que le clonage, il y a l'eugénisme, c'est-à-dire de sélectionner les embryons en fonction de leur ADN et leurs caractéristiques génétiques, notamment, puisqu'on en a parlé pendant toute l'émission, du QI, par exemple, potentiel de l'embryon à venir. Peut-être, Jean-François Colossimo, cette porte ouverte vers l'eugénisme demain, comment on peut... Est-ce que les religions, par exemple, est-ce que la morale, comment on peut encore empêcher ce monde-là d'advenir ? Oui, l'intelligence artificielle, vue d'un point de vue théologique, c'est l'achèvement de la modernité. La modernité, vous pouvez la dater, c'est l'histoire du golem. Vous connaissez peut-être cette histoire. C'est une histoire juive. Il y a un rabbin qui décide d'insuffler la vie à la glaise, à un tas de glaise, donc il imite Dieu. Vous voyez, c'est Dieu dans la Genèse qui crée l'homme, et il lui met le nom de Dieu, de manière à ce que ce golem puisse protéger en fait les populations juives des ghettos contre les pogroms. Simplement voilà, le problème c'est qu'on ne connaît pas vraiment le nom de Dieu et le rabbin se trompe. Et en fait, le nom de la mort, c'est le nom qui est le plus proche du nom de Dieu en hébreu, il suffit de mal mettre un accent. Et le golem détruit, au lieu de sauver les populations, les détruit. Il y a une dimension prométhéenne dans la modernité, une affirmation de la surhumanité, vous voyez Nietzsche, n'est-ce pas ? Et puis il y a eu les cauchemars du XXe siècle, c'est-à-dire véritablement se lâcher de la science calculante, de la science hyper rationnelle qui prétend en fait fabriquer la vie et l'humanité. Et ça porte un nom, Goebbels chez les nazis, Lysenko chez les communistes. Les communistes avaient les mêmes rêves, n'est-ce pas ? Il faut bien voir que les totalitarismes ont partagé de ce point de vue-là les mêmes ambitions. Non, ce rêve-là, c'est celui des GAFA, de certains GAFA, qui disent que vouloir effectivement augmenter l'humain, l'améliorer. C'est le transhumanisme globalement, avec cette idée de la vie augmentée ou encore de l'immortalité. Donc effectivement, les religions, c'est un vaste terme, parce que les religions ne sont pas égales, tous les dieux ne sont pas égaux, il n'y a pas des dieux partout, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le judaïsme et le christianisme, qui partagent quasiment les mêmes textes, n'est-ce pas, puisque la Bible des chrétiens, c'est aux 3/4 la Bible des juifs. Eux, le judaïsme et le christianisme considèrent qu'il y a là une espèce d'ambition démoniaque. Pardon, mais ce seront les contre-fous, les garde-fous, la religion et toutes ces croyances-là sur ce que disait à l'instant Laurent Alexandre, disant peut-être que nous, on ne va pas y arriver, mais on n'arrivera pas à avoir une gouvernance mondiale pour décider de dire non au clonage humain, par exemple. Peut-être qu'un jour, les Chinois iront, les Indiens, etc. La plus grande religion du monde aujourd'hui, ça reste le christianisme, et dans le christianisme, l'Église catholique, qui est centralisée, qui a un message très fort, n'est-ce pas ? Quand on regarde en fait... Aujourd'hui, les religions auraient beaucoup de choses à dire sur l'économie. Le pape François, par exemple, mais c'était déjà le cas de Jean-Paul II ou autre.
on ne les écoute pas sur ce qui est de l'organisation de la vie. Ce sur quoi on écoute les religions, probablement parce que c'est un reste de superstition, c'est sur la vie, l'avant-vie en quelque sorte, le traitement de la naissance, le traitement de la mort et l'au-delà s'il y en a un. Donc en fait, on a malgré tout une espèce d'appréhension un tout petit peu sacrée sur ce qui ferait après tout, malgré tout, l'émergence et la fin d'un être humain. Vincent Cespedes, comment réfléchir en tant que philosophe sur justement le clonage, l'eugénisme, en fait un homme qui se réinvente lui-même? Déjà, réfléchir à ce pouvoir de la science va se développer, on le sait bien. La science-fiction, on en rêvait quand on était gamin, ma génération née en 73, on a arrêté d'en rêver. Je ne sais pas pourquoi, pendant 20 ans, on a arrêté de fantasmer le futur. Et là, le scandale, c'est que l'intelligence artificielle et toutes les questions du transhumanisme nous obligent à réinventer le futur. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est que tout d'un coup, on a le droit de penser 2035, de penser 2400, ce qui était vraiment de l'histoire de l'humanité. Comme si les avancées scientifiques s'étaient arrêtées pendant un moment. C'est vrai, et il y a ça se rouvre. Et évidemment, je crois vraiment qu'il faut une réflexion politique à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une démocratisation du débat. C'est fondamental. Et même si c'est des groupes privés, les groupes privés sont en interrelation avec des clients, des utilisateurs, et ils ont besoin, ils font très attention à l'opinion publique. Et donc, je crois que chaque citoyen doit s'emparer du débat. Et c'est un débat qui est moral, c'est un débat qui est éthique, et il faut absolument que les citoyens s'en emparent, donc démocratiser le débat et faire peser la société civile là-dessus. Le transhumanisme, Laurent Alexandre, c'est la nouvelle religion? Oui, bien sûr. On voit bien comment le clivage droite-gauche, il va tout doucement, en quelques décennies, disparaître et laisser la place entre les bioconservateurs, qui veulent garder l'homme tel qu'il est, puis les transhumanistes qui veulent le changer. Mais notre problème, c'est que nous sommes en train d'acquérir des pouvoirs démiurgiques, des pouvoirs divins. Nous sommes en train de devenir homo deus, tout doucement. Nous allons pouvoir changer notre ADN, changer notre cerveau, créer de l'intelligence artificielle, créer de la vie en éprouvette. À Harvard, Church est en train de travailler à la création de vie à partir de rien, à partir de chimie en éprouvette. Donc nous avons un pouvoir démiurgique incroyable, mais nous n'avons pas le logiciel pour gérer tous ces pouvoirs. En réalité, nous sommes un homo deus, un homme-dieu en rodage. Nous sommes au rodage. Nous ne savons pas comment faire fonctionner cette machine démiurgique, technologique que nous avons entre les mains. Et on ne va pas le trouver en 5 minutes parce que nous n'avons pas de valeur universelle sur Terre, parce que nous sommes très partagés, parce que la façon dont les gens appréhendent cette révolution transhumaniste, elle est très variable. Regardez au sein de la Silicon Valley. Entre ceux qui veulent tuer la mort, les gens de Google qui ont créé une filiale destinée à euthanasier la mort, à nous rendre immortels, Calico, tuer la mort. Google qui veut tuer la mort. Depuis 2000 ans, hein. Les Chinois... Certes, mais là, le seul problème, c'est que maintenant, Google a l'argent et les moyens pour peut-être faire reculer la mort. Les vieux milliardaires, c'est surtout ça. Et de l'autre côté, des gens comme Elon Musk qui disent qu'il faut freiner sur l'intelligence artificielle, qu'il faut freiner Google. C'est la raison pour laquelle il s'est fâché avec les dirigeants de Google il y a quelques trimestres. Eh bien, on voit qu'il y a des oppositions au sein même de la Silicon Valley sur le rythme auquel nous devons remplacer l'homme 1.0, nous, par un homme augmenté, un homme 2.0. Il n'y a pas de consensus même dans la Silicon Valley. Donc effectivement, cette bataille entre les transhumanistes et les bioconservateurs, elle va nous occuper pendant des décennies et des décennies. Et il faut que l'ensemble de la société, que les hommes politiques, la société civile, la population discutent. Il serait totalement anormal que le choix de civilisation que nous allons faire dans les 50 prochaines années soit fait uniquement par les milliardaires de la Silicon Valley ou par le président chinois. C'est inadmissible. Et qui va gagner cette bataille, à votre avis? Ce sont les bioconservateurs ou les transhumanistes? À mon avis, ce sont les transhumanistes, parce que la plupart des gens vont être prêts à tout accepter pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir. Et donc, le fantasme de vivre plus longtemps, que Google réussisse ou pas à nous rendre immortels, c'est un autre sujet, mais l'espoir de vivre plus longtemps va faire que les gens vont accepter sans arrêt une louche de technologie supplémentaire. Ne nous laissons pas juste un mot, ne nous laissons pas piéger par les mots qui sont dits là. On dit transhumaniste, on n'est pas obligé de dire bioconservateur, on peut dire humaniste. Et c'est l'humanisme qui va l'emporter, je vous le garantis. Les bioconservateurs, ce n'est pas un vilain mot. Bien sûr, mais on voit bien que c'est connoté. Mais non, le progrès sera humaniste, il ne sera pas transhumaniste. Le bioconservateur souhaite que la technologie aille plus lentement que les transhumanistes. Pas du tout, on peut être humaniste et être solarpunk. Je ne sais pas si je vous apprends un mot, mais se dire que la technologie va libérer l'être humain. Bioconservateur n'est pas une insulte. C'est un état de fait, c'est vouloir que la technologie aille moins vite que les transhumanistes le souhaitent. Les humanistes veulent que l'humain, le développement du cœur, le développement des sentiments, le développement de l'entraide sociale, la société évolue plus vite que la machine. C'est très très progressiste. Oui, moi ce que je note, c'est que plus la mondialisation avance, plus le nombre de kilomètres de frontières se multiplie. Partout.
n'est-ce pas? L'Europe a plus de frontières aujourd'hui qu'elle n'en avait avant 1989. Donc la mondialisation, c'est pas simplement ce dernier mythe, excusez-moi, du progrès, que vous défendez excellemment, mais qui est un mythe du progrès. Je ne le défends pas. Oui, bah si, vous dites, les bioconservateurs, les transhumanistes gagneront nécessairement sur c'est un pronostic, ça n'est pas nécessairement un souhait. Le plus, et le problème aujourd'hui, je crois que le véritable problème pour l'humanité aujourd'hui, c'est pas de trouver de l'illimitation, parce que l'illimitation, on l'a eu, ça porte un nom. Le goulag, la Shoah, Hiroshima, on a eu tout ça. Le problème, c'est de retrouver des limites au sein desquelles l'humanité peut trouver un sens, et ce sens, il est forcément participatif. Le deuxième problème, il est politique. Le deuxième problème qui est politique, c'est que les GAFA rencontrent quand même un véritable obstacle, c'est que les GAFA sont malgré tout américains et rencontrent les problèmes de la sécurité américaine. Alors, ça se joue dans la tension, n'est-ce pas? Mais enfin, si Telegram est arrivé à déclarer qu'il avait complètement changé son logiciel et tout était sûr, c'est que jusque-là, les GAFA travaillaient la main dans la main avec les 15-20 agences de sécurité américaines. Et ça, c'est aussi un problème politique. Et le troisième, quand vous dites les gens, mon Dieu, les gens qui voudraient vivre plus, il y a des gens aujourd'hui qui veulent tout simplement ne pas mourir, de faim par exemple. Alors les gens qui voudraient vivre plus, qui voudraient se sentir mieux, ils portent un nom, ça s'appelle les riches, excusez-moi. C'est ce que je dis, des riches milliardaires. Mais est-ce qu'on peut réguler tout ça? Est-ce qu'on peut réguler tout ça du coup? Parce que vous dites, oui, les transhumanistes. On peut faire payer Apple, c'est ça le truc. Est-ce qu'on peut imaginer que l'humanité arrive à réguler tout ça? De penser que ça va être fastoche de réguler des technologies qui ne naissent pas chez nous, en Europe, mais qui naissent sur les bords du Pacifique, en Californie, aux États-Unis, par des sociétés milliardaires sur lesquelles nous avons assez peu de prise, gérées par des gens qui sont très éloignés de nos valeurs. De penser que ça va être fastoche de réguler ça serait totalement naïf. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont nous faire un bras d'honneur, on va être des roquets. Si vous voulez, on va pas aller bombarder les centres génétiques de Chine. On va pas aller bombarder Google. Donc de toute façon, notre pouvoir est assez limité. Nous pouvons encadrer ce que les géants du numérique font en Europe. Mais en revanche, nous ne pouvons pas changer leur stratégie dans le reste du monde. Donc nous pouvons éventuellement nous isoler, mais nous aurons beaucoup de mal à réguler. Alors, c'est une vraie question de savoir comment on régule ce pouvoir-là. Et on va mettre, je le répète, on va mettre des décennies pour trouver un chemin, parce que de réguler tout ça ne va pas être consensuel du tout. On a vu sur un autre problème moral qui est le mariage gay, qui n'est pas un problème de même nature, mais on a vu les oppositions qu'il y avait en France. Il n'y aura pas d'opposition plus faible. Il n'y aura pas d'opposition plus faible. Il y aura des oppositions encore plus violentes sur les manipulations cérébrales, la sélection embryonnaire, qu'il y en a eu avec le mariage gay. Écoutez, pour réguler ça, de toute façon, on est obligé de réguler ça. On est dans un écocide, on tue la planète Terre. Donc déjà, les jeunes générations sont très sensibles à ça. L'illimitation, je suis très sensible à ce qui a été dit, l'illimitation conduit à la mort de la Terre, aux énergies qui tuent la Terre. Et donc, forcément, il y aura une régulation. Toute la jeune génération qui arrive... J'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de régulation. Voilà. J'ai dit qu'elle sera complexe. Non, ouais, elle sera complexe, mais elle va être nécessaire et impérieuse pour la nouvelle génération qui a ça comme valeur. Deuxième chose, il y a toujours des forces de résistance. Il y a toujours des hackers qui vont vouloir contourner les GAFA. Il y a toujours une société civile qui va s'organiser. Il y a toujours eu une résistance phare. Il n'y a jamais, si vous voulez, un pouvoir unanime qui se constitue, sauf dans les livres de science-fiction. Mais il y a toujours des formes de résistance. Troisième chose, la société de loisirs que devrait nous préparer l'intelligence artificielle, en tout cas la levée des tâches et des corvées, c'est une société où la culture, où l'art, où la poésie va ringardiser l'IA. Je vous garantis que dans 20 ans, l'intelligence artificielle, c'est ringard. Aujourd'hui, c'est top, c'est classe, parce qu'on ne connaît pas, mais dans 20 ans, c'est l'artiste qu'on ira voir, c'est le poète, c'est celui qui aura des choses à dire, et l'intelligence artificielle, ça va être ringardisé. Moi, je pense que vous avez un problème, excusez-moi, avec la technique que vous voyez comme neutre, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un peu je dirais, fondamentalement, c'est ce que... Excusez-moi, je ne cesse d'écrire que la technique n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est totalement structurante. Je n'ai jamais pensé une seconde. Je n'ai jamais pensé une seconde que la technique était neutre. J'ai jamais pensé ça une seconde. Vous la prenez comme une valeur. Jamais. Oui. Non, mais Laurent Alexandre essaie de faire, selon lui, un diagnostic de ce qui arrive et pas de porter de jugement. Oui, mais enfin, il n'y a pas de diagnostic, neutre. Pour finir là-dessus, le véritable problème, dans les années 1920, on disait, avec le train, la voiture, le vélo, etc., et l'urbanisation, l'homme va perdre, en fait, l'usage de ses jambes. Je peux vous donner 10 000 articles là-dessus d'experts qui pronostiquaient la fin de l'usage des jambes pour 1940. En 1940, il s'est passé autre chose. La vérité, c'est que les gens se sont mis à courir tous les matins dans les villes. Donc,
La vérité, c'est qu'on a appelé ça le footing, le jogging, etc. C'est-à-dire que les gens ont voulu retrouver leur corps. Et ça, je crois, c'est une dimension qui est extrêmement importante. La finitude, c'est ce qui fait l'humanité. Si vous sortez l'humanité de la finitude, vous la déshumanisez. Les riches déshumanisent, les pauvres, les forts déshumanisent les faibles, et on tombe sous un régime d'inhumanité. Donc face à cela, il y aura forcément des rébellions. Vous êtes sûr, la finitude, on voit, on en a parlé, vous les avez évoqués, ces milliardaires de la Silicon Valley qui rêvent d'être immortels, de transférer leur cerveau dans des machines, de s'augmenter. Est-ce que l'immortalité serait la fin de l'humanité, selon vous, Vincent Cespedes? Non, d'abord, je pense que c'est un vrai mythe. Je pense d'ailleurs, on prédit ça à chaque fois. On nous dit dans 20 ans, l'espérance de vie va faire un bond prodigieux. Elle augmente, mais il faut calmer ce fantasme qui est encore une fois un fantasme millénaire. C'est vrai que ce qui nous gêne, une fois qu'on a l'argent, qu'on a le pouvoir, c'est juste qu'on va mourir. C'est un scandale pour un vieux de la Silicon Valley de se dire mais j'ai tout l'argent à ma disposition et donc je l'investis dans la cryogénisation, dans la recherche. Combien de cryogénisés il n'est pas du tout dit que ça va marcher, qu'on va ressusciter Walt Disney. Donc tout ça, c'est du fantasme. Moi, j'ai rien contre ça. L'idée de rechercher et d'aller dans la médecine anti-mort, etc., peut être féconde au niveau intellectuel. Ce qu'il ne faut pas, c'est déclarer comme étant de l'ordre de la performance obligatoire. Tout ça, c'est des questions, des doutes. Ça doit nous susciter un débat et du questionnement et pas des assertions, pas des vérités édictées. Cécile de Ménibus. Non, mais je voulais rebondir sur un de vos tweets que vous avez tweeté il y a peu de temps. Regardez, vous allez lire vous-même ce petit tweet magnifique. On l'a pas. Donc, où vous dites en fait que l'intelligence artificielle est, je vous cite, conne comme une bite. Voilà. Ce qui prouve effectivement aujourd'hui qu'on est très très loin de tout ça finalement, qu'on anticipe énormément. Vous n'y croyez pas vraiment vous non plus, donc c'est ça. Non, mais moi je dis toujours la même chose. L'intelligence artificielle est con comme une bite, comparée à un cerveau humain, mais elle fait de plus en plus de choses beaucoup plus vite que nous. De diagnostiquer un cancer de la peau, de conduire une bagnole, etc. Et on peut multiplier les exemples. Mais l'intelligence artificielle n'a pas notre plasticité, notre rapidité d'apprentissage, notre transversalité. C'est pour ça que d'un point de vue scolaire, je défends l'idée que l'école doit être moins technicienne, moins technique, moins verticale et doit donner plus d'esprit critique, plus de multidisciplinarité, de transversalité aux gamins, parce que c'est justement là où l'intelligence artificielle est totalement nulle, et elle est nulle pendant encore de nombreuses décennies. Parce que c'est la raison calculante de la technique, de la même manière qu'aujourd'hui on ne parle plus de politique, on parle seulement d'économie, et que c'est en fait le calcul. Dans les guerres, on ne parle que de calcul. Laissez-moi finir une seconde. On ne parle que de calcul, etc. Cette raison-là, bien sûr que les machines peuvent faire mieux que nous et plus vite. Mais moi, je vais vous confier une pensée. C'était celle de Lacan. Je ne suis pas psychanalyste, j'aime pas particulièrement Lacan, mais il a eu quelquefois des traits de génie. On lui posait la question, et si on devient tous immortels? Il a répondu, on se suicide dans la seconde. Ça veut dire quoi l'immortalité? Ça veut dire quoi penser l'infini? Même les machines ne la pensent pas l'infini. C'est-à-dire l'infini, c'est pas comme le dirait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout à la fin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'infini? Et qu'est-ce que c'est que allonger la vie? De quelle vie parle-t-on? Aujourd'hui, on allonge pas mal la vie. Il faut voir quand même les limites dans lesquelles ces vies, à 110 ans, 120 ans, 130 ans, c'est peut-être magnifique, et peut-être ça l'est pas. Il y a parfois des vieillards qui se demandent si Dieu les a pas oubliés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible techniquement, l'immortalité? À quel terme? Alors, l'immortalité totale supposerait que l'univers ne meurt pas. Donc, d'avoir une vie totalement infinie, et c'est compliqué, mais vous savez que dans la Silicon Valley, il y a des gens qui réfléchissent très sérieusement à la façon, grâce à l'exploration spatiale, d'empêcher la mort de l'univers qu'on estime devoir arriver dans Gogol année, c'est-à-dire 1 avec 100 zéros années. Mais on ne va pas progresser significativement en termes d'espérance de vie d'ici 2050. Parce que le vieillissement est un phénomène d'une complexité extraordinaire. Il y a des effets entre l'ADN et les 200 000 protéines qu'il y a dans nos cellules qui sont d'une complexité incroyable. Donc il est probable que notre espérance de vie va augmenter, mais pas beaucoup d'ici 2050. Après 2050, on peut imaginer qu'il y ait, par les cellules souches, des thérapies géniques et puis des thérapies sanguines régénératives, qu'il y ait une augmentation significative de l'espérance de vie. Donc en gros, c'est pas tout de suite, ça concerne pas ma génération, mais ça concerne les générations d'après. Et là encore, il va falloir réguler ça. Et si on devait décider, et je pense que c'est une décision qui doit être mondiale, si on devait décider d'augmenter significativement notre durée de vie, ça aurait des conséquences écologiques, économiques, et ça suppose une discussion internationale. Ça ne peut pas être réservé à quelques milliardaires de la Silicon Valley. Et donc, les découvertes que pourrait faire Calico, la filiale de Google destinée à euthanasier la mort,
ne doivent pas, bien sûr, être réservés aux propriétaires de Mais Google. vous êtes très optimiste en fait, parce que tout ça peut rester du business. Vous disiez tout à l'heure, on parlait même du clonage, c'était la même chose. Vous disiez, de toute façon, personne ne franchira le Rubicon. Mais finalement, pourquoi pas? L'entreprise qui un jour dira, moi je clone, moi je sais faire, ou moi je sais rendre un homme immortel, si elle annonce et qu'est-ce qui l'empêcherait de franchir le Rubicon? Mais n'oubliez pas que les GAFA et les BATX n'ont pas la force armée. Le monopole de la force armée, il est encore aujourd'hui dans la main des États. Donc pour exister, il faut ne pas être mis en tôle. Vous avez vu qu'en Arabie Saoudite, tous les milliardaires ont été mis en tôle dans un hôtel jusqu'à ce qu'ils acceptent de céder une grosse partie de leur argent à l'État saoudien. Si demain les Google, Apple, Facebook faisaient des choses que le gouvernement fédéral n'accepte pas, les dirigeants de ces sociétés finiraient en prison. Ce ne serait pas la première fois. On a déjà vu des présidents de grandes sociétés américaines aller en prison. Il n'y a pas un pays qui accepterait ça? Il n'y a pas un pays... Non, ça restera, il restera une décision politique. Le politique est un peu affaibli par les géants du numérique, mais c'est toujours lui qui a la police, la justice et l'armée. Je ne crois pas du tout que les grandes sociétés multinationales peuvent décider de changer l'humanité si les États ne sont pas d'accord. Vous voulez être immortel, régler la faim dans le monde, et votre nom traversera les siècles. Faites une immense œuvre littéraire, et votre nom traversera les siècles. Faites du bien autour de vous, et vous allez vous télécharger dans le cœur des autres. Ça s'appelle l'humanité. Il y a des êtres humains qui sont quasiment immortels aujourd'hui. Ça s'appelle avoir une vie riche de sens, avoir une vie où dans le partage et servir de modèle. On a des grandes icônes du XXe siècle qui sont immortelles et qui sont des icônes positives, qui inspirent l'ambition des nouvelles générations. Donc ce fantasme de riches milliardaires qui veulent préserver leur peau, leur capacité cognitive, etc., est totalement indécent, et je crois que les peuples doivent un peu s'offusquer de ça par rapport à la faim dans le monde. Régler les problèmes de la faim dans le monde, des espérances de vie de 60 ans, aujourd'hui ça existe. Donc plutôt que d'avoir cette course en avant, il faut à un moment raison garder et comprendre que l'impératif... 60 ans, c'est beaucoup plus que l'espérance de vie qu'on avait en France en 1930. Oui, et alors c'est pas une raison. Les écarts se creusent, et je crois vraiment qu'il y a un devoir moral impératif pour ces gens qui sont riches. Alors les écarts d'espérance de vie ne se creusent pas, ils sont en train de diminuer extrêmement vite. L'espérance de vie en Afrique a beaucoup augmenté ces dernières années. Vous vous trompez, vous vérifierez. Vous plaisantez. Les écarts d'espérance de vie ne cessent de baisser aujourd'hui. Je pense que tout le monde va vérifier sur Internet. Vous allez voir. Parce que sur les 40 dernières années, des millions de personnes tous les jours qui ont faim. Écoutez une seconde. Sur les 40 dernières années, les écarts d'espérance de vie se sont Ça vous rassure de relativiser ça, la faim dans le monde? Que les écarts d'espérance de vie diminuent, oui. Des enfants qui meurent. Il y a de moins en moins, il y en a encore trop, mais il y a de moins en moins de faim dans le monde. On n'en parle pas, on parle de 3 milliardaires californiens et on ne parle pas de ça, justement. C'est pas ça que je dis. Je dis que contrairement à ce que vous dites, c'était pas mieux hier, et en matière d'espérance de vie, il y a une diminution des écarts aujourd'hui. Moi, je suis un peu tout ça de loin, et il y a cette sexualité par casque, là, tout seul, un onanisme interconnecté, quoi. Il y a Replika aussi, ces deux jeunes Russes qui ont su, en fait, on avale tout ce que vous avez mis sur vos messages, etc. Et vous êtes morts, et en fait, je peux vous écrire malgré tout, parce que la machine a avalé tellement d'informations sur vous que vous me répondriez, que vous me répondrez. Comme si vous étiez encore vivant. Je l'ai testé, c'est vraiment au point mort. Non, ok, non mais moi je parle de je désigne ces frontières. Oui. Ce sont des frontières, l'autosexualité. Ça s'appelle le Minitel Rose. L'autosexualité, la survie d'une espèce de fantôme quand même, puisque il y a Quel est le problème dans les deux cas? L'autosexualité, on l'a toujours pratiquée, vous savez. Non, mais là c'est l'autosexualité interconnectée. Quel est dans les deux cas la question? C'est la question du corps. C'est-à-dire, est-ce qu'on est un être humain si on n'a pas de corps? Ou est-ce qu'on est un être humain si on a encore un corps à prothèse qui vous fait courir, je ne sais pas, comme une gazelle et écraser les vers comme un éléphant? Est-ce qu'on a... En fait, ce corps, il sert à quoi? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est humain à travers un corps? C'est parce que c'est le véritable organe de l'altérité. Donc il faudrait avouer que les immortels, eh bien, ce serait véritablement, peut-être ils seraient clonés, ils seraient immortels, mais ils seraient comme dans les nouvelles de Borges, ils seraient totalement, à la fin, ils ne parleraient plus parce qu'ils n'auraient plus de rapport à l'altérité. Il faut le corps, il faut la chair, il faut la compassion, il faut les larmes et il faut la mort pour qu'on ait envie de sauver un autre, c'est-à-dire de l'aimer. C'est intéressant. Est-ce que justement... Sans ça...
on n'aime plus. Sans ça, on n'aime plus. Bien sûr, vous savez, c'est la phrase de Gabriel Marcel. Dire à quelqu'un je t'aime, c'est lui dire tu ne mourras pas. Alors, est-ce que c'est ça la véritable immortalité? La limite de l'intelligence artificielle, c'est pas justement l'empathie, l'amour, l'altérité et la chair. Alors, et la chair. ça c'est la vision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle ne peut pas avoir de sentiments, ne peut pas avoir d'empathie, ne peut pas avoir de conscience. Beaucoup de spécialistes pensent que c'est temporaire et qu'après 2050, l'intelligence artificielle fera de l'art mieux que nous. Fera de la musique mieux que nous. Oui, mais musique de Bach ou de Mozart c'est pas encore terrible. Ah bon. Et qu'elle nous rejoindrait dans la capacité à se projeter et à avoir des projets autonomes. Donc là-dessus, il n'y a pas de consensus. Moi, personnellement, je pense que ça arrivera. Elle ne pourra pas aimer quand même. Mais pas tout de suite. Pourquoi faire semblant? C'est les mimétismes dont je vous parlais. Et on se fera avoir. Et on se fera avoir même volontairement. Vous savez, quand on aime, on aime parfois en simulant. C'est intéressant, c'est faire semblant, comme le dit Vincent. Mais à un très haut niveau de sophistication. Ou c'est faire vraiment l'empathie. Vous savez, entre la simulation et la réalité, entre la simulation de la jouissance et la jouissance, il est toujours très difficile de faire la différence. Vous n'avez pas la même expérience. Mais aujourd'hui, il existe des hommes qui n'ont pas d'empathie. On est d'accord? Oui, mais ça donne des serial killers. Oui, mais ça C'est existe. très directement la définition de l'assassin, celui qui est sans empathie, qui peut vous découper en morceaux sans rien éprouver autre que son sentiment de pouvoir. Alors si les machines sont comme vous dites, et si elles sont capables de rivaliser en tout sur l'art, sur l'amour, etc., il faut à tout prix les tuer dès maintenant, parce qu'on ne survivra pas. Donc je ne crois pas d'ailleurs... Ce n'est pas vous qui les produisez. Je ne crois pas vraiment à ce que vous dites, parce que si on prend le pendant, l'intelligence des animaux, et il y a chez certains animaux de l'empathie et un début de langage, mais il n'empêche que jusqu'à maintenant, les animaux n'ont pas écrit d'ouvrages d'anthropologie et d'ethnologie sur les êtres humains. D'accord, c'est la grosse différence. C'est quand même la grosse différence, c'est-à-dire c'est la capacité, encore une fois, de l'intelligence dans l'altérité. Et l'altérité, elle se fait dans la finitude, parce que dans l'infini, vous n'êtes plus rien. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. Il y a quand même une question qui subsiste. Est-ce qu'un jour, il y aura une gouvernance mondiale sur tous ces sujets-là? Puisqu'on est quand même tous d'accord pour dire que tout ça évolue quand même assez vite. Vous nous donnez, Laurent Alexandre, des délais qui sont très courts finalement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y ait une gouvernance mondiale, un consensus mondial là-dessus? Alors, c'est très difficile. Une gouvernance mondiale des technologies, on va mettre beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Et puis un gouvernement mondial, ce serait un cauchemar. Imaginez-vous si Staline prenait la tête d'un gouvernement mondial ou Pol Pot. Donc personnellement, je ne fais pas partie des gens qui souhaitent un gouvernement mondial. Je souhaite qu'il y ait... Sur cette thématique-là, je voulais dire, sur cette thématique-là. Mais même sur ces thématiques, c'est compliqué. Imaginez qu'il y ait un gouvernement mondial sur ce que l'on fait de notre cerveau et sur les manipulations du cerveau. Ça pourrait conduire à une neurodictature éternelle. Donc moi, personnellement, je pense que ce serait une connerie de développer un gouvernement mondial, car nous pourrions avoir une dictature neurologique éternelle, et c'est pas vraiment ce que je souhaite. Et pas de morale universelle. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le climat. On a une planète qui va mal, on n'arrive même pas à se mettre d'accord. Donc imaginez, en termes de développement de sociétés privées, pour développer... Je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans le fantasme, mais on a le droit de fantasmer. C'est ce que je fais en développant cette intelligence artificielle philosophique. C'est un fantasme qui nécessite de l'intelligence, qui nécessite de réfléchir. Au bout du compte, ça fait avancer l'humain. Pareil pour le jeu d'échecs ou le Go, ça fait avancer les joueurs de jeux d'échecs et de Go. Donc on est dans... Moi, je prends ça comme un jeu. Quand je vous disais solarpunk en rigolant, c'est vraiment un petit mouvement qui commence à naître, c'est-à-dire concevoir la technologie non pas en termes de dystopie, de fin du monde, de totalitarisme neuronal, mais en termes de progrès, en termes de libération, en termes d'anarchie progressive. C'est ce que j'essaie de faire en mettant la philosophie sur des applis, sur des technologies nouvelles, alors que les philosophes sont plutôt frileux. Il faut qu'on s'empare de ces technologies, qu'on les fantasme, qu'on joue avec, en gardant toujours à l'esprit que c'est le social, c'est le lien humain, comme ça a été brillamment dit, qui fait le sens de la vie. Un dernier mot, Jean-François. Oui, un mot. Vous savez, dans la guerre, on a voulu le zéro mort chez soi, le double zéro mort, pas de mort chez soi, pas de mort chez les populations civiles, triple zéro mort, même pas de mort chez l'ennemi. On a fait le zéro mort, on a dit que la vie était sans valeur. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les attentats kamikazes. Donc je pense qu'une gouvernance mondiale appellerait des résistances très fortes. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous d'avoir été sur ce plateau. La guerre des intelligences est publiée chez Lattès du docteur Laurent Alexandre, DIPRO, c'est votre appli. Et puis Jean-François Colossimo, Aveuglement, Religion, Guerre, Civilisation. Merci infiniment. 2 février. Je vous souhaite 2 février. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, bonne semaine à tous. Merci. Il faut se reposer là. Ouais.